Bonjour à tous. Bonjour. On vous retrouve aujourd'hui avec les tops et flops de février et on va commencer avec un top qu'on a en fait oublié le mois dernier. Il s'agit d'une série dont tout le monde a parlé là en ce début d'année. C'est Le jeu de la dame, The Queen's Gambit en anglais. Et c'est une mini-série qui fait 10 épisodes et ça raconte l'histoire d'une petite fille dans un orphelinat aux États-Unis dans les années 50 qui apprend à jouer aux échecs avec le concierge de l'orphelinat et elle devient une superstar mondiale des échecs et en fait cette petite fille développe une addiction à des calmants, des drogues, enfin voilà ce qu'on donnait en fait aux enfants dans les orphelinats pour qu'ils restent bien sages. Voilà, la série est très sympa, hein, oui. C'est vraiment sympa. Après, je trouve que bon, ça a fait quand même beaucoup de foin. C'est pas non plus la série du siècle, même si voilà, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'on en a entendu parler, on parlait que de ça partout, sur les réseaux sociaux, à la radio, partout. Voilà. On s'est dit à la fin que c'était effectivement très bien, mais que du coup la réputation de la série était peut-être un petit peu exagérée par rapport à la qualité finale. Mais c'est bien. Ça vaut le coup de la regarder, franchement c'est vraiment sympa. Ensuite on a regardé les documentaires Super Size Me 1 et 2. Alors on a découvert qu'il y avait un 2. Oui. Je ne savais pas qu'il y avait un 2. Donc Super Size Me, c'est un documentaire qui est très connu, qui est sorti au début des années 2000. Moi je l'avais jamais vu. En fait le principe c'est que le réalisateur a mangé au McDo matin, midi et soir. Le principe de son film c'est que si ça ne sort pas de McDo, si ça n'est pas vendu par McDo, il ne mange pas même l'eau. À un moment il précise qu'il ne boit même de l'eau qui sort de McDo. Et en fait ce que voulait faire le réalisateur c'était prouver que manger dans les fast-food comme ça c'était mauvais pour la santé. Donc il a poussé le truc un peu à l'extrême puisque personne ne mange McDo matin, midi et soir. Mais voilà, et donc en fait on le suit chez le médecin, il fait des analyses régulièrement, on voit les résultats de sa prise de poids déjà forcément, mais aussi ses analyses de sang, comment en fait toute cette malbouffe abîme son corps et de manière quand même assez drastique, hein. C'est quand même un petit peu effrayant, même les médecins sont assez surpris. Alors après il faut aussi recontextualiser. C'était au début des années 2000. Hein. Voilà, donc le documentaire est vraiment intéressant, même si il y a quand même un peu de raccourcis parfois. En fait, il veut montrer son point, qui est que la malbouffe, c'est mauvais pour la santé. Mais parfois, je trouve qu'il prend un petit peu des raccourcis sur certaines idées qu'il veut prouver, notamment toute la partie sur les cantines scolaires. Il y a des moments où on a l'impression qu'il en rajoute un petit peu. Quand il fait des séquences face-cam genre là je me sens pas bien du tout, j'ai une crise d'angoisse cette nuit ou je sais pas quoi, et enfin à un moment donné il met en scène une forme de fragilité induite par la bouffe et tout, et mais qui moi m'a pas semblé complètement sincère. Après les analyses de sang etc sont là et font la démo. En fait tu parles de toute la partie psychologique ou le fait que du coup c'est sautes d'humeur qui pensent être liées à cette malbouffe. C'est ça. Pas mal si honnêtement, c'est plausible, hein. C'est plausible, mais bon, comme le mec dès le départ voulait de toute façon descendre l'industrie du fast-food, du coup pendant 30 jours, dès qu'il avait un pet de travers, c'était la faute du fast-food. Mais c'est ça, c'est là où il prend peut-être un petit peu des raccourcis. Moi le passage que j'ai trouvé le pire, c'est le passage des cantines scolaires. Où en gros, ils montrent deux écoles avec donc une où ils servent un peu n'importe quoi, des pizzas, des hamburgers, ce qui est facile à faire et ce que les enfants vont manger, et une autre école où c'est que de la cuisine fait maison, où les enfants mangent des fruits et des légumes, tout ça. Et en gros, ce qu'ils présentent, c'est que l'école où il y a de la malbouffe, les enfants sont dissipés, il y a de la délinquance, et l'école où ils mangent bien, les enfants sont très sages et il n'y a pas de problème. Et ça, c'est quand même un peu un gros raccourci, parce qu'on ne connaît pas l'environnement dans lequel sont ces écoles, il y a peut-être eu aussi des programmes d'accompagnement scolaire, on ne sait pas tout ce qu'il y a autour, c'est forcément pas que lié à la cantine, donc voilà. Absolument. Moi c'est plutôt ces passages là que je trouve un petit peu raccourcis. Mais je suis d'accord, mais du coup il y a un ensemble de choses où effectivement des fois il va un peu vite et il enfonce le clou un peu trop fort. Même si globalement, oui, on voit en 30 jours que ça lui déglingue la santé et les analyses ne mentent pas. Ce qui est vraiment intéressant, c'est cette démarche qu'il a eue de faire une analyse de sang toutes les semaines. Il est suivi par plusieurs médecins. Et voilà, et on voit vraiment les résultats les résultats physiologiques en fait sur son corps de manger McDo matin, midi et soir.
Donc ça c'est pour le premier, et ensuite dans le deuxième donc, qui est sorti, alors il n'y a pas très longtemps, c'était 2019, ouais. Donc quasiment 20 ans après, en fait c'est 17 ans après, quelque chose comme ça. En fait il revient donc sur tout l'univers du fast-food, et il décide d'ouvrir son propre fast-food de hamburger de poulet. Alors au début, j'ai trouvé ça vraiment très bizarre, la première demi-heure, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc, enfin qu'est-ce qu'il va faire, je comprenais pas. Et en fait, au bout d'à peu près une demi-heure, on comprend où il veut en venir. Et là, c'est vraiment l'idée de génie qu'il a eue. Moi, je trouve ça vraiment génial ce qu'il a fait. Et pour le coup, moi, j'ai vraiment préféré ce deuxième, le deuxième Super Size Me par rapport au premier. Je trouve que c'est plus, je sais pas, c'est plus construit. C'est plus impactant, mais en même temps, c'est réalisé 15 ans plus tard. Hein, et le mec, il a aussi 15 ans de vécu et de savoir-faire. Il a fait plein de documentaires en plus, entre-temps. Et donc voilà, en fait, il nous montre tout l'envers du décor de qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que les gens achètent des poulets pour les élever et ensuite qu'ils finissent au fast-food. Voilà, donc c'est tout ce côté-là, un peu vraiment l'envers du décor. Ah oui, puis le marketing aussi qu'il y a autour de tous ces fast-food. Le greenwashing aussi, parce que ça n'existait pas du tout au début des années 2000. Le fait que tous les McDo ont été repeints en verre, que tous les sièges sont en bois, tout ça. Et ça aussi, il a accompagné en fait avec des gens qui font du marketing et qui lui expliquent en fait toutes les techniques qu'il doit appliquer s'il veut vendre ses hamburgers. Et voilà, ce deuxième, il est vraiment très très intéressant. Le côté aussi réglementaire qui aux États-Unis est très très peu contraignant et qui fait que tu peux avoir tes poulets dans un grand enclos fermé avec juste 2 mètres carrés à ciel ouvert où les poulets peuvent aller passer une tête s'ils veulent, et là tu dis qu'ils sont élevés en plein air. Mais ça, c'est pas qu'aux États-Unis. Hein. Oui, en Europe, tu as une mesure qui est quand même. Les poulets élevés en plein air, c'est un peu similaire. Ils ont peut-être un petit peu plus d'espace, mais. Je sais pas à quel point tu peux aller aussi loin en Europe qu'aux États-Unis sur cette forme de greenwashing. Faudrait regarder, j'avais déjà vu des trucs comme ça où élevés en plein air, c'est pas qu'ils gambadent toute la journée, ils sont dans un enclos, ils ont un petit espace devant. Pas un enclos, un hangar en fait, et ils ont un petit espace devant le hangar où ils peuvent sortir. Ouais. Mais enfin, en tout cas, voilà, ça relativise beaucoup tout ce qui est label de qualité qui peuvent être mis en avant par des fast-food. On se rend compte que au travers de ce documentaire, que ces labels, ils peuvent être obtenus tout en produisant une viande qui n'est pas forcément de qualité et qui n'est pas forcément saine. Voilà. Ensuite, on a regardé un film qui s'appelle Les Deux Papes avec Anthony Hopkins et l'autre acteur qui joue dans Game of Thrones. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais il joue le High Sparrow dans Game of Thrones. Et en fait, c'est un film qui raconte la passation, si on veut, entre le pape Benoît XVI et le pape actuel, le pape François. Donc le film commence à la mort de Jean-Paul II, on voit en fait l'élection du pape Benoît XVI, et ensuite on avance tout de suite dans le temps, juste avant la démission du pape Benoît XVI, et il convoque donc le futur pape François au Vatican, et c'est une série en fait d'entretiens entre les deux papes, donc c'est basé sur l'histoire vraie. Après, je me demande vraiment jusqu'où l'histoire est vraiment vraie, parce que qui peut savoir ce que se sont vraiment dit les deux papes. Il y a eu un travail d'écriture sur ces échanges, voilà, mais du coup on les voit, alors il n'y a pas du tout d'action dans le film, hein, c'est vraiment des entretiens en fait qu'ils ont tous les deux, des réflexions autour de l'église, de ce qu'il faudrait réformer ou pas, voilà. On voit aussi beaucoup la vie du pape François, donc sa jeunesse en Argentine, et en fait la vie qu'il a eue face à la dictature. Ouais. Donc voilà, c'est un film qui est assez intéressant, c'est un volet de l'histoire que moi je connaissais pas du tout. Moi, à part le passage de témoin entre les deux papes et le fait que le fait qu'un pape en vie démissionne, c'était quelque chose qui n'était pas arrivé depuis extrêmement longtemps. C'était je connaissais pas plus l'histoire que ça. Ensuite, on a regardé une vieille comédie d'action de 1984 et qui en fait quasiment crée un genre. On a regardé Le Flic de Beverly Hills avec Eddie Murphy. Et franchement, j'ai trouvé que ça fait très bien vieillir. Ah oui, carrément. Et franchement, à part les fringues, ça au niveau de la mode. Les films des années 80-90, ça trompe pas. Hein. Le film date de 84 en plus, donc c'est encore la première moitié des années 80. Ouais. Et d'un point de vue vestimentaire, c'est très kitsch. Mais après ça, le film est rythmé, il est marrant, et on voit vraiment dans ce film-là toutes les racines des buddy movies qu'on a pu voir par la suite avec des couples de flics des tandems. De flics, hein. Eddie Murphy, il est en solo. Il est en solo, mais il a des interactions avec d'autres
flic, Oui, oui, et il est quand même un petit peu dans ce choc des cultures entre deux flics très différents qui vont avoir des méthodes différentes et qui finalement finissent quand même par s'entendre et par devenir assez complices. Donc non, il a initié quelque chose avec ce film. C'est sûr, mais en plus le film est hyper bien parce que le scénario il est vraiment bien, c'est hyper drôle et Eddie Murphy il est super quoi. Ouais. Alors moi je pense que c'est la première fois que je le voyais en anglais parce que la dernière fois que j'ai vu ce film je devais être enfant à mon avis. Avec le doubleur français d'Eddie Murphy. Bah oui forcément ouais. Et du coup on va très certainement regarder les deux autres, puisqu'il y a eu un 2 et un 3. Oui d'ailleurs je sais pas si j'ai déjà vu le 2 et le 3. Mais je pense pas avoir vu le 2 et le 3 moi non plus. Ah bah voilà, on va découvrir alors. Voilà, on en reparle le mois prochain. On poursuit avec deux repêchages de ma part, hein, puisque... C'est les tops de Nico. Exact, oui, bah, tu les as regardés avec moi et t'as quand même pas passé non plus une mauvaise soirée. Mais donc déjà, il y a les 3 Spider-Man de Sam Raimi qu'on a revus. Et donc et à revoir les 3 vraiment de manière assez rapprochée, j'ai trouvé que clairement le premier est vraiment le meilleur. Le deuxième est je l'ai trouvé un peu moins bien, un peu moins rythmé là, en le revoyant. Et c'est vrai que le troisième est vraiment un cran en dessous. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Ah ouais, je trouve que le troisième il est moins rythmé, il y a plus de raccourcis dans le. Mais parce que tu connais le comics, non peut-être. Ouais, peut-être. Parce que pour moi qui connais rien, franchement. Les 3 ils sont bien, mais. Ouais, non, mais les 3 sont bien, mais je trouve que finalement le 1 c'est vraiment de loin le meilleur des 3. Parce qu'on me connaît par cœur là. Ouais, il y a une tendresse particulière vis-à-vis du 1. Moi je l'ai vu 25 fois le Spider-Man. Et tu voulais pas le mettre dans tes tops. Non, mais on le connaît par cœur. Mais c'est pas une raison, c'est pas une raison. Tu diras le film de Beverly Hills aussi. Mais... Bah oui, hein. Si on peut plus mettre des classiques dans les tops, vraiment. Ensuite, deuxième repêchage. Donc le mois dernier, on avait regardé avec Valérie Double Team avec Jean-Claude Van Damme, et donc j'avais dit qu'on verrait un Jean-Claude Van Damme par mois. Du coup, ce mois-ci, on a vu Double Impact. Alors là, c'est qui est là. Là, c'est un DVD double. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, je vous montre pour l'anecdote, c'est que c'est un double DVD recto verso. Il y a un film d'un côté, un film de l'autre côté. Voilà, c'est pour la blague. Donc Double Impact, c'est un film dans lequel Jean-Claude Van Damme joue 2 rôles. Il joue le rôle de 2 jumeaux. Et le film est assez sympa parce que il y a plein d'astuces de réalisation pour minimiser en fait le recours à des effets spéciaux ou des doublures. Et donc c'est assez intelligent dans la manière dont c'est réalisé et dont les combats sont chorégraphiés. Il est moins bien quand même que Double Team, mais en même temps... Vraiment moins bien. Oui, non mais... Voilà, mais ça n'a rien à voir. Ouais, mais les combats sont chorégraphiés par Jean-Claude Van Damme lui-même dans celui-là. Ouais, moi je trouve que ce film-là, il a vraiment vieilli. Il a plus vieilli que Double Team. Non, mais c'est vrai, hein, c'est pas le meilleur. Et même sans comparaison avec Double Team. Juste le film a vieilli. Ouais, mais il est quand même bien. Et donc, j'ai repêché. J'ai pas trouvé ça fou. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est de voir chaque mois l'avis de Valérie sur le Van Damme du mois. Chaque mois, t'es sûr? Bien sûr, mais t'as bien vu dans l'armoire à DVD qu'il y en avait d'autres pour les mois. Tu les as sortis même. Hein. Et oui, ils sont. Pour être sûr de pas oublier. Et pour que tu t'habitues à l'idée aussi, que tu allais les voir. Donc voilà, ce mois-ci, le Van Damme de ce mois-ci était un petit peu moins plu à Valérie, même beaucoup moins. Mais j'espère qu'avec celui du mois prochain, on va se rattraper et on va remonter un petit peu le niveau. Ben, on verra. Rendez-vous le mois prochain. Dites-nous dans les commentaires quel film de Jean-Claude Van Damme Valérie devrait regarder. N'hésitez pas, faites-nous vos suggestions. Donc sur ce, on a fini les top et flop, donc on vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain Van Damme et les 2 prochains flics de Beverly Hills. Exactement. Et puis sûrement d'autres choses également. Donc dites-nous dans les commentaires, en plus de quel Van Damme je devrais regarder, quels sont vos top et flop du moment. Et puis voilà, du coup c'est tout pour aujourd'hui. Donc moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et Nico, on te retrouve au prochain top et flop. Exactement. Bye bye. Bye bye.